Les scientifiques consacrent leur vie à découvrir les mystères étranges et merveilleux de notre monde. Parfois, ce travail acharné porte ses fruits et des mystères vieux de plusieurs siècles trouvent enfin une conclusion. Mais il semble que tous les mystères ne sont pas destinés à être résolus. Numéro 5. En octobre 1954, Florence, en Italie, s'est retrouvée au centre de l'un des plus grands mystères historiques de tous les temps, lorsqu'ils ont peut-être été visités par des extraterrestres. Les événements de ce jour continuent de dérouter les experts et les résidents, et restent très débattus et discutés jusqu'à aujourd'hui. Le 27 octobre 1954, les fans de football se sont rassemblés dans le stade et une ambiance d'excitation remplissait l'air. Les fans se préparaient à voir leur équipe affronter leur adversaire. Et lorsque le premier coup de sifflet a retenti et que le premier coup de pied a été donné, les fans savaient qu'ils allaient assister à un match passionnant. Cependant, tout le monde dans le stade a eu bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, des acclamations et des cris éclatèrent des tribunes, les fans encourageant leur équipe et célébrant les buts. Puis ce fut la mi-temps. Les gens s'agitaient, attrapant des rafraîchissements et se précipitant vers leur siège pour profiter de la deuxième mi-temps. Juste au moment où le coup de sifflet a retenti, le stade animé est tombé dans le silence. Ce n'étaient pas seulement les fans qui s'étaient arrêtés non plus. Les joueurs ont levé les yeux vers le ciel et ont vu quelque chose de bizarre flotter au-dessus, a déclaré un joueur à la BBC, je cite, « Je me souviens de tout de A à Z. » C'était quelque chose qui ressemblait à un œuf qui se déplaçait lentement, lentement, lentement. Tout le monde regardait en l'air, et il y avait aussi des paillettes qui descendaient du ciel, des paillettes argentées. Tout le monde fixait le ciel alors que l'objet bizarre, flottant au gré des murmures, commençait rapidement à se répandre autour du stade que ce qu'ils voyaient était un ovni, et le match a été rapidement suspendu. D'autres personnes ont rapporté avoir vu plusieurs objets dans le ciel ce jour-là, affirmant qu'ils avaient la forme de cigares et se déplaçaient rapidement. Il y a également eu des signalements d'observation d'ovnis à travers la Toscane. Les habitants de la Toscane ont-ils été visités par un ovni ou plusieurs ovnis ce jour-là? Plus tard, après le passage des ovnis, une substance blanche et duveteuse a été trouvée sur du bois juste à l'extérieur de la ville. Bien que les scientifiques n'aient pas pu déterminer son origine, cela n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles Florence avait été visitée par des extraterrestres. Ce jour d'octobre vif, chaque année à l'approche de l'anniversaire, ceux qui étaient présents se souviennent et réfléchissent à ce qu'ils ont vu ce jour-là. Presque 68 ans plus tard, les scientifiques essaient toujours de trouver une explication à ce qui s'est passé. Pensez-vous que les habitants de Florence ont été visités par un ovni? Numéro 4. Le rocher de Dicton a été un sujet de discussion brûlant pendant de nombreux siècles. Et malgré des centaines de scientifiques et d'experts appelés à l'examiner, nous ne sommes toujours pas plus proches de découvrir la vérité. La première mention enregistrée du rocher de Dicton remonte à 1690, lorsque John Danforth a écrit sur le mystérieux rocher qu'il a découvert à Dicton, Massachusetts, dans la rivière Taunton. Ce rocher pèse 40 tonnes et mesure 5 pieds de haut et 11 pieds de long, ce qui le rend difficile à manquer. Ce n'est pas la taille qui a attiré l'attention, mais les gravures et dessins bizarres qui ont été gravés sur sa surface. Danforth a fait un dessin de ce qu'il a vu sur les rochers. Cependant, il n'a pas noté les dessins sur la moitié inférieure du rocher, car elle était profondément immergée dans la rivière. La nouvelle s'est rapidement répandue et les gens sont devenus incroyablement intéressés par le rocher. Chacun avait ses idées et théories différentes sur qui avait créé le rocher et comment il s'était retrouvé dans la rivière. Une théorie était que le rocher était une pierre d'écriture utilisée par les Amérindiens. D'autres personnes ont pris ce rocher et ses dessins bizarres comme un signe que la vie extraterrestre avait visité la Terre, laissant derrière elle des indices cryptiques. Les théories allant des Portugais, Chinois et Japonais étant responsables au fil des années, les experts ne se sont jamais rapprochés de la vérité à une réponse définitive. Alors que les scientifiques et les historiens débattaient des origines des dessins sur le rocher, la nature suivait son cours, érodant le rocher alors qu'il reposait dans la rivière Taunton.
Chaque année, les gens affluaient vers Dighton Rock, espérant apercevoir les dessins bizarres et croyant pouvoir déchiffrer le code. En 1963, le rocher a été officiellement retiré de la rivière lors de la construction d'un barrage. Les scientifiques voulaient de placer le rocher dans un musée pour le préserver pour les générations futures et pour l'examiner de plus près. Le Dighton Rock se trouve maintenant dans un petit musée au Dighton Rock State Park à Berkeley, Massachusetts. Et les experts essaient toujours désespérément de découvrir l'origine des dessins. S'agit-il vraiment de croquis extraterrestres laissés derrière? Ou proviennent-ils d'une ancienne civilisation humaine? Numéro 3. En 1973, une théorie du complot bizarre a émergé, remettant en question tout ce que nous savons sur notre monde et la galaxie qui l'entoure. Cette théorie avance l'idée qu'un satellite Black Knight, un engin extraterrestre, orbite autour de la Terre depuis 13 000 ans. En 1998, la NASA a capturé un objet étrange en orbite autour de la Terre, ce qui n'a fait qu'alimenter cette théorie. Ceux qui croient à l'existence du satellite Black Knight notent également que le grand Nikola Tesla a capté des transmissions radio étranges dans son laboratoire. En 1889, Tesla a reçu ces transmissions radio alors qu'il menait une expérience sur les signaux radio provenant de l'univers. Et bien qu'il ne s'attendait pas à trouver grand-chose, il est tombé sur une mine d'or. Selon des sources, Tesla a exprimé ces ondes radio en code, affirmant qu'elles provenaient très probablement d'êtres hautement intelligents sur Mars, mais d'autres pensent que ces ondes étaient en réalité des extraterrestres entrant en contact avec la Terre. Pour ajouter à la théorie selon laquelle il y a un objet sombre et mystérieux en orbite autour de la Terre, en février 1960, les États-Unis, la marine, a vu quelque chose d'étrange sur leur radar. Ils l'ont décrit comme un objet sombre et tournoyant. Le Pentagone a réfuté cela, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un satellite. Mais les partisans du satellite Black Knight sont convaincus que les États-Unis, gouvernement, essayent de dissimuler son existence. D'innombrables autres observations de débris mystérieux ont été faites au fil des ans, la NASA déclarant qu'il s'agit de restes de satellites qui ne fonctionnent plus, ou de débris spatiaux. Mais certaines personnes ne sont pas convaincues. La NASA et le gouvernement utilisent-ils une technologie extraterrestre pour espionner les habitants de la Terre? La NASA a confirmé à plusieurs reprises que la masse noire aperçue en 1998 n'était rien de plus qu'un câble thermique lâche qui s'est ensuite consumé dans l'atmosphère après s'être échappé à nouveau. Mais cela n'a pas empêché les gens de croire que quelque chose de plus sinistre se passe juste au-dessus de l'atmosphère. Numéro 2. Le disque de Phistus est resté l'un des plus grands mystères historiques jusqu'à présent. Le disque a été découvert pour la première fois en 1908 en Grèce, et sa découverte a secoué les mondes scientifiques et historiques. Le disque en argile mesure seulement environ 15 cm de diamètre, mais ce petit disque a un impact impressionnant avec des symboles mystérieux estampillés sur les côtés. Lorsque le disque a été découvert pour la première fois, les experts se sont précipités pour le déchiffrer, mais ont rapidement réalisé que la langue et les images étaient indéchiffrables. Tout ce qu'ils pouvaient discerner, c'était que le disque avait plus de 4000 ans et datait de 1700 Busdats AVDJC, à l'époque de la civilisation minoenne. Avec plus de 45 images distinctes qui n'avaient jamais été vues auparavant, les experts étaient extrêmement enthousiasmés par cette découverte et par les secrets qu'elle pourrait révéler sur l'ancienne civilisation minoenne. Le disque a été examiné par des archéologues, qui ont déterminé qu'il s'agissait d'un véritable artefact et non d'une tentative de gagner de l'argent et de la célébrité. Mais peu importe à quel point les gens travaillaient dur, ils ne pouvaient pas comprendre ce que le disque disait, ni quelle était sa pertinence. Les symboles et les images avaient été enfoncés dans l'argile molle, qui a ensuite été cuite pour les sceller, donnant aux historiens une bonne idée de la façon dont les Minoans travaillaient et opéraient. Pourtant, même avec ces informations, les experts ont eu du mal à déchiffrer le disque. C'était jusqu'à ce que le docteur Gareth Owens de l'Université technique de Crète est intervenu. Selon le docteur Owens, il avait étudié le disque depuis les années 1990. Après avoir déménagé sur l'île de Crète, Dr. Owens a consacré sa vie et sa carrière académique à percer le code du disque de Phistus. Et cela a finalement porté ses fruits plus de 25 ans après le début de ses recherches.
En collaboration avec le professeur John Coleman de l'Université d'Oxford, les deux se sont attelés à comparer les symboles du disque avec d'autres langues. Après des années de recherche, le docteur Owens était fier d'annoncer qu'il avait résolu l'un des plus grands mystères de l'histoire et a rapporté qu'il avait déchiffré 99% du disque de Phaistos. Dr. Owens a déclaré aux médias grecs que le disque de Phaistos contenait des passages sur une déesse enceinte révélant des textes et des écritures religieuses anciennes. Numéro 1. En 1995, le MV Joyita et son équipage ont pris la mer depuis Samoa occidentale, sans jamais revenir. L'équipage à bord n'avait aucune idée que ce voyage serait le dernier, et depuis 67 ans, des experts s'efforcent désespérément de reconstituer l'un des mystères historiques les plus sombres. Le 3 octobre 1955, le MV Joyita a quitté Samoa occidentale en direction des îles Tokelau. Situé à environ 290 miles, le bateau transportait des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau et des fûts d'huile vide, ainsi que 16 membres d'équipage et 9 passagers. L'un des passagers, Alfred Dennis Parsons, était un médecin qui réconfortait tout le monde à bord, sachant que si un incident médical survenait, ils étaient entre de bonnes mains. Mais 2 jours plus tard, quelque chose de bizarre s'est produit lorsque le MV Joyita n'est pas arrivé et n'a pas accosté comme prévu. L'alarme a été donnée. Le voyage n'aurait dû prendre que 2 jours au maximum. Et quand le 3e jour est arrivé et est reparti sans qu'il y ait le moindre signe du navire, les gens savaient que quelque chose n'allait pas. Des équipes de recherche et de sauvetage se sont lancées dans l'océan Pacifique, à la recherche de tout signe du MV Joyita. Au début, les équipes de recherche n'ont trouvé aucun signe du bateau. Ce n'est qu'après avoir dérivé de plus de 1000 miles de sa route qu'ils ont trouvé le bateau sur le côté, avec des fenêtres brisées et dans un état de délabrement. Le contenu du navire peignait un tableau sombre. Des bandages usagés ont été trouvés à bord, ce qui suggère qu'au moins 2 personnes avaient été blessées pendant le court voyage. L'équipe de recherche et de sauvetage qui est entrée dans le bateau a également constaté que les lumières étaient allumées et que la radio était réglée sur 2882 kHz, le signal de détresse international. Les 3 canaux de sauvetage manquaient et il n'y avait aucun signe de l'équipage du MV Joyita, ni de ses passagers. Une recherche plus approfondie dans les mers n'a montré aucun signe de passagers. Et peu importe à quel point les équipes de recherche et de sauvetage ont cherché, personne à bord du MV Joyita n'a jamais été retrouvé. Même aujourd'hui, les experts continuent de chercher des réponses sur ce qui s'est passé à bord du MV Joyita et ce qu'il est advenu de son équipage. Comment le navire a-t-il dévié de 1000 miles de sa route? Et où était l'équipage et ses passagers? Une théorie est que des pirates ont pris d'assaut le navire et ont forcé tout le monde à monter dans les canaux de sauvetage, mais il n'y a aucune preuve pour étayer ces théories. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester à jour avec tous nos futurs téléchargements. Mais j'ai été occupé à faire des nœuds et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.